Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État entame une double mission à l'étranger. Toujours dans l'actualité nationale, session de sensibilisation Hajj 2023 où le ministère de Waqf a organisé un voyage spirituel en sécurité pour les pèlerins djiboutiens. Et dans l'actualité internationale, entre défis de financement et perspectives de croissance, start-up climatique en Afrique. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous dis dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui, en début d'après-midi, le pays pour une double mission à l'étranger qui le conduira d'abord à Banjul, la capitale de la Gambie, abritant du 4 au 5 mai le 15e sommet de l'Organisation de coopération islamique, et ensuite en Guinée-Bissau, où à l'invitation de son homologue Umaro Sissoko Ambalo, il sera en visite officielle du 5 au 6 mai. Le 15e sommet de l'OCI dédié l'essentiel de ses travaux à la série des problématiques à l'ordre du jour dans le monde musulman, notamment à la situation à Gaza, théâtre d'un massacre continu d'une population sans défense qui fait les frais également d'une famine entretenue et d'un embargo sur la nourriture et les médicaments. La guerre au Soudan où les protagonistes demeurent jusqu'alors plus d'une année après le déclenchement du conflit, peu enclin à se joindre aux appels de paix diligentés à divers niveaux et ordres et portés aussi à l'ordre du jour cette réunion de l'OCI. Sur ce volet précis des travaux du sommet de l'OCI sur la crise au Soudan, le président Guelleh, président de l'exercice de l'IGAD, la région à laquelle appartient le Soudan, fournira à l'audience un éclairage complet sur l'évolution de la situation sur le terrain dans ce pays frère, relayant le plan de paix fixé au profit du retour de la stabilité et de la concorde nationale au sein de la nation sœur soudanaise. Le Yémen, la Libye et la Somalie font entre autres partie des thématiques admises au débat de ce 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, en s'adjoignant cette année du slogan « Renforcer la solidarité à travers le dialogue ». Cette assise de l'OCI dédiée à l'évidence de la part belle de ses travaux et ambition à la réalisation d'une plus grande cohésion et capacité à plaider ses causes sous le signe de l'unité et de la collégialité infaillible. Outre l'examen des situations, des conflits, le 15e sommet, rappelons-le, de l'OCI, associé également à ses travaux des sujets revêtant une acuité particulière dans le monde musulman, dont la notion de plus en plus répandue, islamophobie et les difficultés posées par les phénomènes de réchauffement climatique, d'insécurité alimentaire. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, mettra à profit ce déplacement à Banjul pour s'entretenir en marge avec ses homologues chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Organisation de coopération islamique. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a effectué une visite remarquée hier en inspectant les services d'urgence et du centre hospitalier universitaire de Djibouti, ainsi que les entrepôts de la centrale d'achat des médicaments essentiels. Son objectif, évaluer les dispositifs mis en place pour lutter contre les restantes flambées des fièvres dans le pays. Accompagné des responsables et des équipes médicales, le ministre a d'abord parcouru les urgences de la capitale afin de prendre les pouls de la situation, d'examiner le plan d'action contre ces épisodes de fièvre à son arrivée. Il a été chaleureusement accueilli par le directeur général du CHD, Dr Omar Mahmoud, ainsi que par d'autres figures importantes de l'institution médicale. Poursuivant sa visite, le docteur Ahmed Roble Abdillah s'est rendu aux entrepôts de la CAM pour inspecter les stocks des médicaments et des fournitures médicales. Cette démarche s'inscrivait dans le cadre d'une vérification de disponibilité des ressources nécessaires pour assurer une prise en charge efficace dans toutes les structures de santé du pays. À l'issue de son inspection, le ministre s'est réjoui de la disponibilité des stocks, soulignant la rapidité avec laquelle un stock de sécurité adéquat a été reconstitué pour répondre aux besoins nationaux en matière de santé, tant que dans la capitale que dans les régions de l'intérieur. Pour les mois à venir, le docteur Ahmed Roble Abdillah a également salué les équipes médicales pour leur dévouement et leur travail acharné malgré les défis posés par les flambées saisonnières des fièvres. Il a noté une baisse significative des cas de paludisme depuis 2021, ce qui témoigne des efforts déployés dans la lutte contre cette maladie.
Eh bien, comme je vous le disais, cette visite du ministre de la Santé revêt une importance particulière dans le contexte actuel où la santé publique demeure une préoccupation majeure. Elle souligne l'engagement du gouvernement djiboutien à garantir un accès aux soins de qualité pour tous ses citoyens. Écoutons le chef de l'urgence de l'hôpital Pelletier. Il y a un message d'ici à la société djiboutienne, d'être un peu plus compréhensible là-dessus sur les sujets. Pour un malade grave, nous le recevons directement dans les services spécialisés, alors que pour les moins graves, il arrive qu'il passe un peu plus de temps. Et ça, c'est tout à fait normal. Nous sommes un hôpital de niveau 3, un niveau 3 dédié normalement à drainer les cas les plus graves. Habituellement, les patients souffrant des fièvres, des arthromyalgies, tout ça, n'ont pas du tout à se déplacer au CHU de l'hôpital général Pelletier. Les ministères, sous le commandement de son Excellence du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, il a été initié une politique de proximité par rapport aux patients. Pour un patient qui habite à carte 6, il n'a pas à se déplacer du tout au CHU, notamment à Pelletier. Il doit normalement consulter les services les plus proches à lui. Prenons par exemple les cas de polyclinique, la polyclinique Farhad, la polyclinique Hayablé. Il y en a dans chaque quartier une polyclinique, un centre de santé dédié pour leur prise en charge rapide et proche des patients. Après, normalement, les cas qu'ils ne peuvent pas prendre en charge ou les cas un peu sérieux, ils les transfèrent par la suite à notre service. Direction Arta, où la ministre de la Femme, Mme Mouna Ousmane Aden, accompagnée de ses proches collaborateurs, s'est rendue hier dans la région d'Arta. Arrivée sur le lieu, une réunion de concertation s'est tenue dans les locaux du conseil régional d'Arta et a vu la participation du préfet de cette région, M. Hassan Dabali Ahmed, du président du conseil régional, El Mebeuh, et des membres du comité, ainsi que les responsables du ministère de la Femme et de la Famille. Ce déplacement avait pour objectif de regrouper les cadres des secteurs institutionnels, de coordonner les activités du ministère de la Femme et de la Famille avec les structures décentralisées et déconcentrées des différents ministères, conseils régionaux, sous-préfectures en matière de santé, éducation, alphabétisation, de l'agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage, des ressources halieutiques, le ministère des Affaires musulmanes et des biens WAF, le ministère des Affaires sociales, de la solidarité, l'UNFD, la NPH et la gendarmerie nationale ont vu développer des canaux de collaboration multisectoriels. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la redynamisation du cadre de concertation et de coordination régionale de la restitution menée par les communautés locales et le projet mettant directement à contribution les structures multisectorielles, les conseils régionaux, des chefs-lieux, des régions de l'intérieur, la sous-préfecture, et dans l'approche communautaire, les 15 coopératives communautaires, les 52 mutuelles communautaires sont organisées dans les chefs-lieux des régions et dans plusieurs localités villageoises. L'identification des services planning familial, le développement du microcrédit et l'entrepreneuriat. Écoutons à présent le président du conseil régional d'Arta. Bienvenue dans la région d'Arta à l'occasion de la venue de la ministre de la Promotion. Ceci étant, l'objectif de la venue du ministre en est se concerter au service décentralisé de la région et les services déconcentrés, voir les conditions de présentation de conditions féminines dans la région d'Arta. Les détails seront développés par les cadres. Je souhaite la bienvenue à Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Mouna Ousmane Aden, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, afin de prendre part à la réunion de coordination et de concertation avec les services décentralisés et déconcentrés de la région d'Arta. Donc, plusieurs volets sont prévus dans ces échanges. Donc, des programmes transversaux liés à la promotion du genre, du bien-être familial, ainsi que le développement et de la protection de l'enfance, prévus du jeudi jusqu'au dimanche, en vue d'harmoniser ces actions au niveau de la région d'Arta. Donc, comme vient de le dire le président du conseil régional,
Plus de détails nous seront développés. Eh bien, dans son discours, Madame la ministre de la Femme et de la Famille a mis en regard le développement des pistes de collaboration sectorielle de proximité avec les structures déconcentrées concernées en vue de créer des axes de synergie et d'action. Écoutons la ministre. Plaisir d'être là aujourd'hui à Arta avec vous. Nous avons demandé à ce qu'on puisse tenir ces réunions de travail au niveau de chaque région et on a voulu commencer par Arta. Et parce que bon, c'est la région qui est donc la plus proche de la capitale, mais surtout c'est la région où nous avons et nous voulons vraiment performer le travail des plateformes et du cadre de concertation parce qu'il y a la capacité de le faire et on peut toujours accompagner les équipes à travailler dans ce sens. L'autre objectif de notre visite aujourd'hui, c'était de pouvoir renforcer et dynamiser le cadre de concertation qu'on a voulu mettre en place depuis 2021 au niveau des régions et surtout marquer la responsabilité de la préfecture et du conseil régional pour faire la continuité du travail du ministère de la Femme. L'avantage du ministère de la Femme, c'est de pouvoir travailler sur le développement de la femme et de la famille en collaboration étroite avec l'ensemble des départements ministériels. C'est un avantage parce que tous les objectifs ou les stratégies qui sont établis et faits au niveau du ministère sont faits en concertation avec l'ensemble des départements ministériels de cancer. Le suivi des indicateurs se fait avec eux. La mise en place des différentes plateformes, notamment la plateforme de la protection de l'enfant, mais également la protection sur les violences basées sur le genre, sont aussi des plateformes multisectorielles. Et nous voudrons également qu'au niveau des régions de l'intérieur, nous puissions avoir cette force qui est donc le cadre de concertation, qui devra mener le travail de suivi, d'orientation, d'accompagnement au niveau de la région. Le ministère de la Femme dispose d'un bureau régional genre ici dans la région de Arta et dans toutes les régions, mais il ne peut pas faire son travail seul. Il a vraiment besoin que les autorités locales, les responsables des différents départements présents, déconcentrés au niveau de la région, les autorités judiciaires travaillent ensemble avec eux. La société civile, en tête l'UNFD, puisse travailler avec le bureau régional. Ce bureau régional, nous, on veut vraiment, on ne veut pas le commander du niveau central. On voudrait que ça soit une appartenance à la région. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est comme les années précédentes, le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf a organisé hier dans la grande salle du Palais du Peuple une session de sensibilisation sur les rituels du Hajj pour l'année 2024. Cette rencontre a constitué une excellente opportunité de fournir des conseils et des orientations aux nouveaux pèlerins djiboutiens avant leur départ vers les lieux saints pour accomplir le devoir du Hajj. Le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Moumen Hassan Barre, a présidé cette rencontre en présence notamment des hauts responsables du ministère ainsi que des membres de la mission du Hajj qui regroupe plusieurs comités, dont le comité médical, le comité des services, le comité des transports ainsi que les comités de sensibilisation et de communication. Le nombre total des pèlerins djiboutiens inscrits auprès du ministère des Affaires musulmanes est pour l'année 2024. L'année 1445 de l'Hégire correspondant à 2024 est de 1400 pèlerins. Au cours de cette journée d'information et de sensibilisation, l'importance fondamentale du Hajj dans l'islam en tant qu'obligation religieuse et opportunité de purification et de revitalisation spirituelle a été soulignée. De plus, les pèlerins ont été rappelés de respecter les procédures et dispositions nécessaires ainsi que de veiller à leur sécurité personnelle, collective, lors de l'accomplissement des rites du Hajj. Les ulama ont tour à tour souligné l'importance vitale de sensibiliser les pèlerins au rituel du Hajj, le considérant comme un moyen essentiel pour une compréhension précise et une mise en œuvre correcte des rites. D'autre part, les activités de cette session de sensibilisation annuelle ont également porté sur la nécessité de maintenir une bonne santé personnelle et de suivre les directives médicales nécessaires tout au long de la période du Hajj. Quant au directeur des affaires musulmanes, M. Ismaël Hassan Roble, et le directeur régional, Ibrahim Ismaël, ont exhorté à observer scrupuleusement les procédures et les orientations spécifiques pour assurer une communication fluide, efficace
et entre les pèlerins et les autorités officielles. Il convient de mentionner que les autorités saoudiennes élaborent annuellement des règlements et des plans opérationnels en faveur de la sécurité des pèlerins. Cela inclut par exemple la gestion des flux des circulations pour parvenir les accidents et ce qui aide à limiter les désordres et les encombrements indésirables. Eh bien, lors de son intervention, la médecin Fathia Hussein a mis en avant l'importance cruciale des conseils médicaux pour les pèlerins, soulignant qu'ils visent à assurer leur sécurité et les préserver des maladies et des problèmes de santé qui pourraient survenir lors de l'exécution des rituels du Hajj. Dans cette optique, les pèlerins ont rappelé à adopter des mesures préventives contre les maladies infectieuses telles que se laver régulièrement les mains, éviter le contact avec des objets contaminés et utiliser des désinfectants pour les mains. La médecin Fathia a souligné en même temps que l'importance de prendre les préoccupations et les précautions nécessaires pour éviter les blessures. Elle a également mis en garde contre l'envoi des personnes souffrant des troubles mentaux vers les lieux saints dans l'espoir d'y recevoir un traitement. Il est important de souligner que les pèlerins souffrant de maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle ou le diabète doivent prendre régulièrement leurs médicaments et suivre les recommandations de leur médecin, a affirmé la médecin Fathia. Enfin, elle a profité de cette occasion pour encourager les nouveaux pèlerins à se munir des médicaments nécessaires pour une période de 2 mois, ainsi qu'à augmenter leur consommation d'eau pendant le Hajj en raison des températures élevées au Royaume d'Arabie Saoudite. Et enfin, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a adressé ses chaleureuses félicitations aux pèlerins djiboutiens. Ayant remporté la chance de participer au Hajj cette année, il les a vivement encouragés à saisir pleinement cette opportunité unique, soulignant qu'Allah le Tout-Puissant a répondu aux prières de ses pèlerins en leur accordant la précieuse occasion de visiter sa maison sacrée, tant attendue. Il a mis en évidence l'effort déployé par l'État afin de créer des conditions optimales pour les pèlerins et l'importance du rôle de la mission djiboutienne au Hajj. Ça composé entre autres des savants et des médecins, ainsi que des équipes dédiées à l'assistance des pèlerins et à la résolution des obstacles éventuels rencontrés lors de leur pèlerinage. Par ailleurs, le ministre des Affaires musulmanes a rappelé que notre pays, grâce à son adaptation aux nouvelles technologies, a été en tête des pays ayant finalisé toutes les procédures du Hajj. Il a adressé ses félicitations aux responsables chargés des affaires du Hajj. M. Moumin Hassan Barre a également encouragé les pèlerins djiboutiens à représenter dignement leur pays. Il les a exhortés en ces termes: vous êtes les ambassadeurs de Djibouti, soyez des exemples de patience, de solidarité et d'entraide en offrant votre aide aux femmes et aux personnes âgées et aux personnes handicapées. En conclusion, le ministre a une nouvelle fois demandé à respecter strictement les directives et les orientations et à donner une image impressionnante du pays, la République de Djibouti. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi la salle de réunion du ministère de la Jeunesse et de la Culture a été le théâtre d'une importante réunion sous la présidence de Mme Dr Hibo Moumin Assoué, la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Cette rencontre a été consacrée à la construction du nouveau centre de développement communautaire de Ali Adé. Était présent lors de cette réunion le conseil technique principal du ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Idriss Moussé, le directeur des régions du ministère de la Jeunesse et de la Culture, Suleiman Mohamed Abdi, Vincent Okele, chef de mission de l'IGAD, ainsi que des représentants de l'ONG NRC, les représentants de la société de construction AOC et du cabinet de consultants du projet. Ce moment a été l'occasion d'une concertation fructueuse entre les différents partenaires impliqués dans ce projet de construction de la 3e génération des CDC. La cérémonie de la pose de la première pierre de cette infrastructure innovante est planifiée pour le mois de mai. Cet nouvel édifice sera fonctionnel dès l'année 2025, offrant ainsi à la communauté locale des équipements modernes et adaptés à ses besoins. Parmi ces équipements figurent une salle d'auditorium, un amphithéâtre et d'autres salles et espaces dédiés à l'épanouissement de la jeunesse et répondant aux demandes exprimées par les communautés de la localité. La ministre de la Jeunesse et de la Culture exprime sa satisfaction quant à l'avancement de ces projets et a remercié tous les participants pour leur engagement et leur collaboration. Et je vous dis dans le titre, le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a reçu en visite au centre d'instruction de Cheikh Moussa le général de corps d'armée Riccardo Galetta, adjoint au commandant général de la Carabinieri italienne.
Dans le cadre de sa visite, l'adjoint au commandant général de la Carabinieri italienne était accompagné de M. Agostino Pales, ambassadeur d'Italie à Djibouti, et le commandant de la base militaire italien de soutien, ainsi que du commandant de la MIAD 20. À son arrivée, l'autorité militaire a rendu les honneurs à l'entrée du centre de conférence, le lieutenant-colonel Hush Roble Idley, avant d'être reçu au salon VIP par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale pour un bref entretien. Au cours de la discussion, les deux chefs militaires se sont entretenus sur plusieurs sujets d'importance et salué les efforts des deux parties dans le raffermissement des liens solides de coopération entre les institutions sœurs. Ensuite, le général des corps d'armée Galetta a suivi avec beaucoup d'intérêt une présentation qui a porté sur les points de coopération et une séquence vidéo portant sur les missions des unités de la gendarmerie à l'amphithéâtre. Puis les autorités plutôt se sont déplacées à la place d'Armes pour la cérémonie de clôture des différentes formations dispensées au personnel de la gendarmerie par les instructeurs de la MIAD 20. La cérémonie a débuté par les honneurs aux deux drapeaux et les hymnes nationaux. Sur le carré d'armes, les deux chefs militaires ont tous deux prononcé un discours et remis les certificats aux stagiaires. Et à la fin des activités prévues dans le cadre de la visite, le colonel Zakaria Hassan a remis l'ex-président général des corps d'armée, Ricardo Galetta. La photogroupe s'est clôturée. Tout de suite après, le général des corps d'armée, Ricardo Galetta, s'est dit impressionné par les infrastructures flambant neuves et les équipements de dernière génération de la gendarmerie et les professionnalismes des gendarmes, des unités qui ont exécuté des brillantes démonstrations. Écoutons. Les gendarmes, parfaitement encadrés devant nous, viennent de terminer une formation de 3 mois dispensée par la MIADIT, avec le but de former en particulier une unité de police constituée au sein de la gendarmerie djiboutienne. Il s'agit d'une unité performante, capable d'exprimer une capacité de police de stabilité qui permettra d'atteindre, une fois proposée et validée par les Nations Unies, le renforcement tangible des capacités de gestion des crises en Afrique pour lesquelles l'arme des Carabinieri s'est engagée. Et c'est à vous, chers gendarmes, ici encadrés, que j'adresse mes derniers mots. Je vous remercie de tout mon cœur pour l'engagement, le professionnalisme et la passion que vous avez démontré tout au long de cette formation. Le commandant de la mission MIADIT et tous les formateurs m'en ont parlé avec enthousiasme et satisfaction. Je suis sûr et certain qu'à votre retour dans vos unités et départements d'affectation, vous seriez en mesure de mettre en œuvre les connaissances acquises au profit des citoyens avec générosité et enthousiasme, bien conscient que la sécurité de votre pays et de l'Afrique entière se trouve dans vos mains et surtout dans vos cœurs et dans vos esprits. Chers camarades, je vous souhaite donc bonne chance et plein de succès dans l'exercice de vos fonctions.
Vive la République de Djibouti et la gendarmerie nationale djiboutienne. Vive l'Italie et les carabiniers. Merci. Écoutons à présent le colonel Zakaria Hassanadine, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. La cérémonie qui nous rassemble ce matin marque la clôture des programmes de formation de la 20e édition de la mission Miedit au profit des personnages de la gendarmerie djiboutienne. C'est pour moi un réel plaisir d'accueillir au sein de notre institution M. le général des corps d'armée, Ricardo Galetta, commandant en second de l'arme de la Carabinieri. Le programme d'instruction Miedit s'inscrit dans le cadre d'un partenariat solide entre nos deux institutions, l'arme de la Carabinieri italienne et la gendarmerie djiboutienne. Cet événement qui s'inscrit désormais dans les traditions de nos deux forces marque l'engagement des camarades de la Carabinieri qui ont prodigué à nos personnels une large gamme de formations couvrant les principaux domaines d'attribution de la gendarmerie, notamment la police scientifique, l'enquête judiciaire, la protection rapprochée, les opérations à haut risque, formation cynophile, l'enquête environnementale et le maintien de l'ordre. L'opportunité de ces missions Miedit n'est plus à démontrer, surtout en cette période où la gendarmerie nationale doit veiller à l'organisation des rotations pour sa FPU de 180 personnels déployés au sein de l'opération des Nations Unies en République centrafricaine. Mon général, permettez-moi de saisir cette opportunité pour témoigner toute ma gratitude et celle de la gendarmerie nationale djiboutienne à l'endroit du général de corps d'armée Théo Luzi, commandant général de l'arme del Carabinieri italienne, pour tout son soutien. Le haut commandement de la gendarmerie est particulièrement reconnaissant envers les instructeurs carabiniers qui n'ont ménagé aucun effort et qui ont fait preuve de professionnalisme, d'une disponibilité permanente et d'une générosité dans le partage de leurs connaissances. Enfin, je voudrais dire aux stagiaires, tout en les félicitant pour leur assiduité et leur sérieux, que désormais, il leur appartient de mettre en pratique toutes les connaissances acquises durant ces formations pour mieux servir notre chère institution et notre patrie. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Eh bien, à l'issue de la cérémonie, les autorités ont suivi 3 démonstrations dynamiques exécutées par la brigade cynophile du GIGN et le groupement mobile de la gendarmerie nationale.
Puis le général commandant carabinieri italien a poursuivi sa visite en se rendant à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. La visite de l'EU3PJ a débuté par une présentation de l'école avant d'enchaîner avec la visite proprement dite des infrastructures et des installations. Accompagné par M. Agostino Pales, l'ambassadeur d'Italie à Djibouti et le commandant de la base militaire italienne, en soutien du commandant de la Miette 20. Et comme je vous le disais, la cérémonie a débuté par les honneurs aux 2 drapeaux et les hymnes nationaux avant la revue des troupes qui l'ont débuté dès l'arrivée du commandant général présenté sur le carré d'armes. Les 2 chefs militaires ont tout d'abord prononcé un discours et remis des certificats aux stagiaires de la formation. Et après les explications données par les formateurs, le général commandant Carabinieri n'a pas manqué de remercier le chef d'état-major de la gendarmerie pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé durant son arrivée. Le général de corps d'armée Ricardo Galetta s'est dit impressionné par les infrastructures flambant neufs et les équipements de dernière génération à l'EU3PJ de la gendarmerie et le professionnalisme des gendarmes, des unités qui ont eu des brillantes démonstrations. Et dans l'actualité internationale, les inondations en Afrique de l'Est inquiètent les Nations Unies. Le porte-parole de l'ONU, Stéphanie Dujarric, a déclaré que le secrétaire général avait exprimé sa profonde détresse à la nouvelle des centaines de vies. Perdues et de nombreuses autres personnes affectées par les fortes inondations au Burundi, au Kenya, en Somalie et en Tanzanie, ainsi que dans d'autres parties de l'Afrique de l'Est, lors d'une réunion d'information tenue jeudi. Et enfin, au Proche-Orient, des chars et des véhicules blindés israéliens ont été rassemblés le long de la frontière avec le sud de la bande de Gaza. Cela donne l'impression d'une préparation de l'attaque terrestre contre la ville de Rafah. Les États-Unis ont exprimé leur opposition à l'invasion de Rafah, une ligne défendue aussi par la France au regard des risques et des catastrophes humanitaires. La ville du sud de l'enclave palestinien abrite 1,4 million de Palestiniens, soit plus de la moitié de la population de Gaza. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.